Le 21 décembre 1997, le cadavre d'une jeune femme de 21 ans est retrouvé sur un terrain vague de Perpignan. Ce qui transparaît immédiatement, c'est que c'est une jeune femme qui est tombée entre les mains de monstres. La victime, Mokhtar Yachaïb, a été affreusement mutilée. Je verrais ça pour la première fois, je dirais on a affaire à un tueur en série. Ça peut pas être un passage à l'acte unique. Le 16 juin 1998, un deuxième corps est découvert dans la cité catalane. Cette jeune fille n'avait plus de tête, n'avait plus de mains. Elle avait été éventrée, elle avait les seins coupés. Le spectre d'un tueur en série plane sur l'enquête, car la police judiciaire fait un rapprochement avec une ancienne disparition, celle de Tatiana, en septembre 1995. C'est un affreux cauchemar qui commence à ce moment-là. Mais qui est cet homme qui prend plaisir à tuer et à mutiler ses victimes? Où se cache-t-il? En février 2001, un nouveau meurtre défraie la chronique. Perpignan, pétrifié. Voilà une quatrième jeune fille qui disparaît. Tout le monde se dit, ça y est, le tueur en série a à nouveau frappé. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Négar Aéri, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur les derniers développements de cette affaire. Il y a 6 ans, nous avions consacré un numéro de non élucidé à une série de meurtres particulièrement barbares. Des meurtres commis à Perpignan entre 1997 et 1998. Le profil des victimes était toujours le même, des jeunes femmes âgées d'une vingtaine d'années. Persuadés d'avoir affaire à un tueur en série, les enquêteurs de la PJ de Perpignan ont travaillé sans relâche. Pourtant, pendant plus de 15 ans, ces crimes sont restés non élucidés. Mais en octobre 2014, 2 ans après la diffusion de notre émission, cette affaire a connu un incroyable rebondissement avec l'arrestation d'un homme confondu par son ADN. Je vous propose de revenir sur ces longues années d'enquête, mais aussi sur les derniers développements de cette affaire hors du commun. Dimanche 21 décembre 1997. Le jour vient de se lever sur la cité catalane. Vers 8h30, un riverain de l'avenue Ningesser et Colli, juste à côté du centre-ville, fait une macabre découverte. Il prévient immédiatement les secours. On nous appelle au petit matin, un voisin en ouvrant les volets de sa maison, on voit dans un terrain vague en face de chez lui le corps d'une femme. Étendue, bras en croix, jambes écartées, au beau milieu du terrain vague, un peu comme exposée. La femme est morte. En faisant les premières constatations et en retournant le cadavre, les policiers sont sidérés par ce qu'ils découvrent. Franchement, je veux vous dire, on n'a rien compris, on n'a pas compris pourquoi cet acharnement. C'était vraiment très particulier. C'était vraiment une boucherie. La victime, une jeune femme brune, a été poignardée et terriblement mutilée. Une grosse plaie béante au niveau du sexe, deux grosses plaies au niveau de sa poitrine. Le médecin légiste présent sur la scène de découverte du corps estime que la mort est intervenue aux alentours de minuit. Tout de suite, je sens que c'est une grosse affaire. Au niveau policier, bien sûr, à la tête des policiers qui étaient là, parce que bon, c'est au petit matin comme ça, quand on arrive sur une découverte de ce genre, sur une telle horreur, forcément on est mal et ça se voit sur les traits, sur la physionomie. Le substitut du procureur qui était là, lui aussi également, pareil, il était effaré. Ce qui transparaît immédiatement, c'est que c'est une jeune femme qui est tombée entre les mains de monstres. Les policiers se lancent à la recherche d'indices matériels. Ils ratissent le terrain, mais ils ne trouvent rien. Aucune des parties amputées du corps de la victime. Aucun vêtement, aucun sac, aucun bijou pouvant lui appartenir. Ce qui surprend le plus les enquêteurs, c'est l'emplacement du terrain vague, à la hauteur du 102 de l'avenue Ningesser et Colli, à 2 pas du centre-ville. C'est un endroit passant et bordé de maisons. Une scène de crime hors du commun pour les hommes de la PJ de Perpignan. En général, une jeune fille qui est enlevée, violée, tuée, on la retrouve dans un sous-bois, vêtements déchirés, semi-enterrés ou dissimulés au moins. Tandis que là, déjà le fait qu'elle soit complètement dénudée,
C'était assez particulier. Rarement au cours d'une enquête, on a vu le meurtre d'une femme, d'une jeune fille, où le corps ait été complètement dénudé. Et puis les mutilations. Tout le monde pouvait la voir, elle était comme explosée au milieu de ce terrain vague. En fin de matinée, le substitut du procureur identifie la victime. Il la connaît pour avoir ordonné son placement en foyer à la suite de problèmes familiaux. Elle s'appelle Mokhtaria Chaïb. Elle vient de fêter ses 19 ans. Quand j'ai appris la nouvelle, c'était quelque chose d'inimaginable. On t'annonce qu'elle est morte, qu'elle a été tuée, qu'on a retrouvé son corps. En plus, quand on te décrit comment on l'a retrouvé, donc tu te dis, c'est quoi là? On est dans une série noire. C'est quoi là? On n'est pas dans un film policier. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'était incroyable. Les hommes de la PJ doivent reconstituer l'emploi du temps de Mokhtaria. Où et avec qui était-elle dans la soirée du 20 décembre 1997? Le but était de savoir qui elle fréquentait, ce qu'elle avait fait la veille, puisque le corps était tout frais, donc elle avait été assassinée dans la nuit. Et nous avons pu savoir qu'elle était la veille. Elle avait passé la soirée chez un copain qui habitait juste à côté de la gare de Perpignan, et qui s'appelait Brice. Vers 22h30, Mokhtaria quitte l'appartement de Brice. Elle est fatiguée et explique à son amie qu'elle va rentrer directement se coucher à la CTU. Comme à son habitude, Mokhtaria part à pied. Les policiers tentent de retracer son parcours, pas à pas. Brice traverse les 4 Casales, une toute petite rue piétonne du quartier de la Gare. Mokhtaria a dû l'emprunter avant de déboucher dans l'avenue Charles de Gaulle, celle qui remonte vers la gare de Perpignan. Puis, pour rejoindre la cité universitaire, elle a logiquement dû tourner à gauche, dans la rue Courteline. Elle était censée rentrer chez elle, donc c'est pas très loin l'avenue de la Gare, la CTU, c'est juste une grande avenue. Bon, c'est éclairé, donc je pense qu'elle n'a pas eu peur, tout est éclairé, c'est les lumières de la ville, ça va, qu'on n'est pas dans une impasse toute noire. Donc elle devait rentrer normalement à la maison, quoi. Pour les policiers, c'est pendant ce trajet de 30 minutes que l'étudiante a croisé son ou ses agresseurs. Il n'exclut pas que la jeune fille ait cherché à faire du stop. Si elle a fait du stop, elle s'est dit, ça craint pas, tout est éclairé, pourquoi avoir peur, quoi. Donc oui, c'est une possibilité qu'elle n'ait pas eu peur de faire du stop. Et voilà, quoi, c'est vrai que c'est toujours comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Seule certitude, le corps de Mokhtaria a été découvert sur ce même trajet, en face du 102 avenue d'Ingécer-Écoli, à 10 minutes à peine de sa chambre de la CTU. Les enquêteurs se lancent à la recherche de témoignages. Imaginez que nous avons fait la rue Courteline et les rues suivantes jusqu'à la CTU et tapé à toutes les portes, essayer de voir si quelqu'un avait entendu des cris, si quelqu'un avait pu voir quelque chose. Nous n'avons aucun indice, aucun témoignage, absolument rien. Sans témoin direct, les policiers piétinent. Ils ne peuvent faire que des suppositions. Pourtant, ils sentent qu'il y a urgence à arrêter l'homme ultra-violent qui a tué la jeune étudiante. Un tel crime n'est pas l'œuvre de quelqu'un qui fait ça sous la pulsion d'une colère, même une histoire familiale, un petit ami, enfin quelqu'un qui a une jalousie. On sentait quand même avec cette affaire l'effet d'un psychopathe. Vraisemblablement, on avait affaire à quelqu'un de particulièrement redoutable. C'est certain. C'était pour nous un prédateur. Avec l'autopsie de Mokhtaria Chaïb, les policiers de Perpignan vont prendre toute la mesure du calvaire subi par la jeune femme. Elle a été frappée à la tête et poignardée à 12 reprises dans le cœur et les poumons. Le légiste s'intéresse ensuite aux mutilations infligées au corps de la victime. Elle a subi l'ablation des 2 seins, de la vulve, du vagin, de l'anus et du rectum. On constate qu'elles n'ont pas provoqué d'hémorragie, ce qui prouve qu'elles ont été exécutées post-mortem.
Lors de l'autopsie, le légiste précise que la technique de l'auteur est quasi chirurgicale. C'est exceptionnel avec cette minutie-là, et c'est encore plus exceptionnel lorsque ça porte sur des zones génitales ou ayant un caractère génital ou sexué. Il faut une sacrée technique pour effectivement avoir cette espèce de sens de la découpe. Il est difficile de déterminer avec précision quel instrument a été utilisé pour effectuer ces mutilations. Ça peut être un couteau très affûté, ça peut être un instrument chirurgical, ça peut être tout ce qui tranche, qui coupe. Alors voilà. Il y en avait plein dans les cuisines, des instruments qui tranchent, qui coupent. Pour avoir un couteau japonais pour couper les sushis, ça marcherait très bien. Le niveau de précision des mutilations de Mokhtaria révèle plusieurs choses aux enquêteurs. Il a fallu au moins 1h30 à son agresseur pour les réaliser. Et elles n'ont pas pu être effectuées sur le terrain vague où a été retrouvé le corps. Ça ne peut pas être quelque chose qui se fait à même le sol, c'est impossible. Il faut obligatoirement une table surélevée, ce qui nécessite quand même une installation qui a dû être prévue. Alors ça peut être une camionnette, ça peut être un local aménagé, mais il faut de la place, il faut de la lumière, donc ça ne se fait pas n'importe où. Aucun des prélèvements effectués sur la victime ne permet à l'époque d'isoler une quelconque trace biologique du tueur. Nous n'avons eu aucun élément de recherche, aucun indice. Les laboratoires n'ont trouvé aucune empreinte digitale, aucune empreinte génétique. Donc nous n'avons absolument rien. Pour les policiers, la seule chose qui transparaît de ce crime, c'est une intuition. L'impression que l'auteur n'en est pas à son coup d'essai. Pour le psychiatre Fabien Aubin, c'est une évidence. Ça ne peut pas être un passage à l'acte unique, cette affaire-là. Trop de choses s'y jouent dans la fantasmatique de l'auteur. Vous voyez bien, c'est pas un crime utilitaire, cette affaire-là. Selon les experts, déposée à la vue de tous, une victime entièrement nue est caractéristique de quelqu'un qui fantasme et qui a ritualisé son crime. Le vêtement, ça humanise. Vous enlevez le vêtement, vous participez déjà à la fois à avilir et à déshumaniser, désubjectiver le sujet, c'est-à-dire vous le renvoyez à la crudité charnelle, mais dévitalisée, c'est de la chair dévitalisée. La chair, elle peut être palpitante, source de désir, et elle peut être dévitalisée. Chez le tueur en série, il faut que la chair soit vidée de tout désir, de tout attrait possible, de la viande de boucherie. Jean-Marc, je me souviens très bien que le tournage de ce numéro de Non élucidé a été particulièrement éprouvant. L'ambiance était pesante, il pleuvait en permanence, ce qui renforçait la noirceur des faits. Et en revenant sur les lieux de cette affaire, on avait un peu le sentiment de mettre nos pas dans ceux du tueur. Oui Arnaud, quand nous nous sommes retrouvés sur ce terrain vague où avait été découvert le corps de Mokhtaria Chaïb, nous avons été frappés par la proximité des habitations. Nous avons compris à quel point le meurtrier voulait exposer le corps mutilé de sa victime, à quel point il voulait placer l'horreur au cœur de la cité. Vous parlez d'horreur, je me souviens qu'en préparant cette émission, nous avons souvent prononcé ce mot, mais nous tenions absolument à traiter cette affaire car il nous semblait impensable que cette enquête n'aboutisse pas. Cette affaire datait de 1997. Quand nous avons choisi de la traiter, il s'agissait de ce qu'on appelle un cold case, une affaire ancienne, non élucidée. Et dans ce cas-là, le risque, c'est que la justice se jette l'éponge. Et oui, Arnaud, un des rôles de non élucidé, c'est d'aider, c'est de contribuer à ce que les affaires qui sont dans l'impasse n'y restent pas et soient relancées. On l'a vu, le légiste a souligné le professionnalisme des mutilations génitales réalisées sur le corps de Mokhtaria Chaïb. Les enquêteurs interrogent alors tous les médecins ou étudiants en médecine qui ont eu affaire à la justice, mais ça ne donne rien. C'est alors qu'un policier du commissariat de Perpignan alerte ses collègues de la PJ. Il a eu affaire à un Péruvien qui travaillait dans plusieurs hôpitaux sans avoir les diplômes requis. Et cet homme a un comportement très étrange. Très vite, les enquêteurs vont être persuadés qu'ils tiennent le coupable. Cet homme, c'est Palomino Barrios, un Péruvien de 49 ans qui a déjà été condamné pour exercice illégal de la médecine et fraude fiscale. Il vit seul dans un petit studio sur le chemin de la cité universitaire où habitait Mokhtaria, à 200 mètres de l'endroit où a été découvert son corps. C'est quelqu'un qui est tellement étrange qu'il en fait peur. Moi, j'apprends assez vite que c'est une personne qui a travaillé dans 18 hôpitaux de France, donc qui a eu suffisamment de charisme pour se faire embaucher.
pour être crédible, parce qu'il a travaillé un peu en ophtalmologie, un peu dans tous les domaines. Donc c'est quand même avec simplement une photocopie d'un certificat de chirurgien tamponné du Pérou. Des diplômes, Palomino Barrios en a plusieurs. Mais aucun ne l'autorise officiellement à exercer la médecine en France. Il parvient pourtant à se faire embaucher comme interne dans différents services. Il avait travaillé un petit peu de partout dans certains services de l'hôpital de Perpignan. Et quand on avait un cancer, il soignait avec une aspirine. C'était, vous voyez, le style d'individu. À chaque fois, ses contrats de travail ne sont pas renouvelés. C'est le cas à l'hôpital de Perpignan, où il travaillait en pédiatrie. Les policiers apprennent qu'on le soupçonne même d'avoir volé du matériel chirurgical. Mais ils vont faire une autre découverte, encore plus intéressante. On aperçoit qu'il a un fourgon. Et ça, bien sûr, ça nous intéresse, hein, pour le transport éventuellement de la victime. Et donc, très rapidement, on décide de l'interpeller. Le 12 janvier 1998, les policiers se rendent au domicile du Péruvien pour l'arrêter. Pour la première fois depuis la découverte du corps de Mokhtaria, ils ont un suspect sérieux. J'ai été extrêmement étonnée qu'on pense à lui et que l'on ait cette idée que nous avions affaire à l'ennemi public numéro 1. Moi, j'ai toujours cette image de cet homme qui est traqué et je vois un homme seul et une escouade de policiers autour de lui. Et cet homme me suppliant et me disant « Mais maître, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. » À la PJ, l'homme nie toute implication dans le meurtre de Mokhtaria. Il dit qu'il était en Espagne au moment du crime. Les policiers commencent la perquisition de son petit appartement et sont sidérés par ce qu'ils trouvent. Chez lui, c'était un dépotoir. C'était pire, c'était vraiment le dépotoir avec un grand D. Jamais j'ai vu un appartement pareil, un gars qui pouvait vivre dans une telle saleté. C'est un collectionneur de déchets, d'ordures. Il a un trousseau de 200 clés. Les policiers n'arriveront jamais à déterminer à quoi ces clés correspondent. Il y en a trop. En découvrant son cadre de vie, les enquêteurs sont de plus en plus convaincus d'avoir mis la main sur le tueur de Mokhtaria Chaïb. On saisit tous les objets qui auraient pu servir, comme les couteaux, enfin tout ce que nous avons pu trouver, des scalpels. Au milieu des piles d'objets et d'ordures, la police scientifique relève de très nombreuses taches de sang. Les policiers s'intéressent ensuite à la camionnette de Palomino Barrios, garée au pied de son immeuble. Quand nous sommes allés le voir, le fourgon était nickel. Et il brillait. Les gens nous ont dit mais oui, mais le jour où vous avez retrouvé le corps, bon, le fourgon, il ruisselait encore d'eau. Il avait été nettoyé à fond par Palomino. Connaissant l'individu, c'était impossible que ce gars-là, en plus le jour de la découverte du corps, c'était impossible que ce gars-là nettoie un fourgon qui ne l'avait jamais nettoyé, jamais le vidé. Un fourgon fraîchement lavé, un faux médecin, des traces de sang. Pour les hommes de la PJ, l'étau se resserre autour du suspect. Disons que dans notre esprit, Palomino était un psychopathe idéal. Il habitait sur le trajet possible de Mokhtaria, donc c'est important. Et le fait aussi qu'il puisse manipuler des instruments chirurgicaux et qu'il connaisse bien l'anatomie quand même. C'est un homme solitaire, d'après ses voisins. Enfin, c'est un homme vraiment particulier. Et il était, enfin, je vous dis, c'est un suspect idéal. Hein. L'alibi du Péruvien est vite démonté par les policiers qui découvrent que l'homme n'était pas en Espagne, mais bien à Perpignan, le jour du meurtre. Palomino Barrios est mis en examen et immédiatement écroué pour assassinat, torture et actes de barbarie. Dans la cité catalane, tout le monde souffle. Le monstre qui a tué et mutilé Mokhtaria est enfin sous les verrous. Quand ils l'ont arrêté, pour moi, c'était justice va être faite et on a trouvé l'assassin, qu'on a trouvé la personne. Et voilà, quoi. Pour moi, c'était plausible, il y avait tout qui collait, quoi. Sans témoin ni aveu, tout repose sur les preuves matérielles. Mais lorsque les analyses des scellés reviennent du laboratoire, c'est la surprise générale.
Aucune trace de Mokhtaria n'a été retrouvée dans l'appartement ou le fourgon du Péruvien. Le sang prélevé un peu partout était en fait du sang de poulet. Aucune preuve matérielle ne vient confondre Palomino Barrios. C'est un sentiment diffus. Tout le monde, à ce moment-là, dans l'enquête, a le sentiment qu'il y est pour quelque chose, mais impossible il n'y a pas de preuve. Palomino Barrios, lui, continue de clamer son innocence. Beaucoup restent persuadés de sa culpabilité, bien qu'aucune preuve ne vienne étayer cette hypothèse. Pour tenter de le confondre, l'instruction se poursuit et le Péruvien reste incarcéré. C'est alors qu'une nouvelle découverte macabre va replonger la ville de Perpignan dans la terreur. Un nouveau meurtre, un mode opératoire similaire. Il semblerait bien que le tueur de Mokhtaria ait frappé à nouveau. Le 26 juin 1998, 6 mois après l'assassinat de Mokhtaria, les policiers de Perpignan sont informés de la découverte d'un nouveau corps, près du péage de l'autoroute A9. Le corps est à peine dissimulé sous des détritus et quelques branches. Il est en décomposition avancée et très mutilé. Cette jeune fille n'avait plus de tête, n'avait plus de mains. Elle avait été éventrée, elle avait les seins coupés. En examinant le corps, le médecin légiste constate que la victime a elle aussi subi d'importantes mutilations génitales. C'est un coup de massue. C'est un coup de massue parce qu'on a presque l'impression, sauf qu'il n'y a pas la tête, les mains, mais on a presque l'impression de revoir Mokhtaria. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne verra jamais, je crois. Chaque personne qui a vu cette scène ne pourra jamais l'oublier. Là encore, la victime est entièrement nue et aucun vêtement ou sac à main n'est retrouvé à proximité. Reste à l'identifier. En consultant le registre des personnes disparues, les policiers font le rapprochement avec une jeune femme de 22 ans, Marie-Hélène González. Sa famille a signalé sa disparition à la gendarmerie de Perpignan, 10 jours plus tôt. Les analyses ADN confirment que c'est bien elle. Le jour de sa disparition, la jeune femme devait rentrer en train chez ses parents. Les policiers établissent que Marie-Hélène est sortie de la gare de Perpignan vers 20h. Elle a ensuite tourné rue Courteline pour descendre jusqu'au Café Figuière, à l'angle avec la route de Tuire. C'est-à-dire exactement le même trajet que celui emprunté par Mokhtaria Chaïb. Marie-Hélène avait prévu de faire du stop. A-t-elle croisé une connaissance? A-t-elle été embarquée de force dans une voiture? Comme pour Mokhtaria, les hommes de la PJ cherchent des témoignages dans le quartier de la gare. Ils entendent tous les riverains. Un témoin nous le dit à ce moment-là. Oui, j'ai vu cette jeune fille même monter dans un véhicule. On se renseigne, on recherche, en fait, le témoin se trompait de jour. Enfin, on se retrouvait, si vous voulez, face à une enquête où il n'y avait aucun témoignage et aucun élément matériel. Absolument rien. L'autopsie de Marie-Hélène va encore plus rapprocher son assassinat de celui de Mokhtaria. Le légiste dénombre de très nombreuses mutilations post-mortem. Elle a aussi subi une ablation génitale, comme Mokhtaria. Lors de l'autopsie de Marie-Hélène, le médecin légiste précise cependant que la technique des découpes est plus grossière, moins chirurgicale que pour Mokhtaria. La signature, elle est là, parce que là, à ce moment-là, on parle de signature. La signature, c'est tout ce qui est atteinte au corps de la victime sans que ça n'ait d'intérêt pour la mettre à mort, en quelque sorte. C'est ça. Tout ce qui est superflu. Mutiler les seins, ça, c'est du superflu. C'est ça la signature. Les policiers sont certains que Mokhtaria et Marie-Hélène ont été victimes du même assassin. Palomino Barrios, qui était sous les verrous au moment du second meurtre, ne peut pas être le coupable. Le Péruvien finit par être libéré. Les enquêteurs sont persuadés qu'ils sont face à un tueur en série. Ils font alors un rapprochement avec une ancienne affaire non élucidée, l'affaire Tatiana Andujar. Cette jeune fille de 17 ans a disparu le dimanche 24 septembre 1995 dans le quartier de la gare de Perpignan. À l'époque, la PJ de Perpignan avait privilégié la thèse de la fugue et un non-lieu avait été prononcé un an après la disparition, mettant fin aux investigations. Les enquêteurs s'interrogent. Y a-t-il un lien entre cette mystérieuse disparition et les meurtres de Mokhtaria et de Marie-Hélène? Ils décident de rouvrir le dossier Tatiana Andujar. Dimanche 24 septembre 1995, Tatiana rentre de Toulouse en train. Plusieurs témoins la voient à son arrivée à la gare de Perpignan. Tatiana, on la voit. On la voit dans le hall, on la voit dire au revoir
un nouveau petit copain militaire. Et après, elle part. La jeune femme descend alors l'avenue de la Gare et tourne à droite rue Courteline. Elle a dit à ses parents qu'elle ferait du stop devant le café Figuère, route de Tuire, pour rejoindre le domicile familial. Son itinéraire recoupe ceux de Mokhtaria et de Marie-Hélène. Mais entre la gare et le café Figuère, Tatiana s'est volatilisée. Et au café Figuère, le problème c'est que personne ne l'a vue. Il était ouvert à cette heure-là et personne n'a jamais vu Tatiana. Ce soir-là, Tatiana ne rentre pas chez ses parents. Là, je savais que c'était grave. Je savais que c'était très grave à ce moment-là parce que Tatiana ne serait pas partie sans nous dire quelque chose. Tatiana ne serait pas partie comme ça, elle n'aurait pas fugué. Tatiana, c'était pas une jeune fille qui fuguait. Tatiana était sincère et je savais que c'était grave. Les parents de la jeune fille préviennent la gendarmerie. Les gendarmes se rendent compte aussi que la disparition est inquiétante. Donc, avis de recherche, battue, donc a été organisé aussi entre la gare de Perpignan et notre domicile de l'époque pour voir si on ne retrouvait pas un corps. Et voilà, l'enquête est déclenchée. Les juges, vous ne savez pas ce qui vous arrive. C'est un affreux cauchemar qui commence à ce moment-là et qui dure depuis 16 ans. Après un an de recherche, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu. L'enquête est close. Pour lui, Tatiana a fugué. Elle finira par réapparaître. Mais quand le dossier est ressorti 2 ans plus tard, après les meurtres de Mokhtaria et de Marie-Hélène, les policiers de la PJ ne croient plus du tout à l'hypothèse de la fugue. J'aurais tellement préféré que l'enquête de Tatiana reste ouverte, sans qu'il y ait d'autres victimes. 2, peut-être 3 victimes. Toutes les 3 sont jeunes, grandes et jolies. Perpignan serait le terrain de chasse d'un tueur en série. Un terrible sentiment d'impuissance s'abat sur la PJ. On avait toujours cette peur au ventre qu'une nouvelle victime nous arrive. Toutes les jeunes filles brunes, un peu sportives, aux yeux un peu marron, châtains, ne fréquentent plus la gare, même les blondes d'ailleurs. Plus personne ne va à la gare tout seul. Les gens ne vivent pas retranchés pour autant, mais les gens ont peur, ont véritablement peur. Dans cette course contre le tueur en série, les policiers ne négligent rien. Toutes les pistes sont exploitées. Les policiers cherchent dans l'entourage des victimes, cherchent dans les familles des victimes, cherchent dans les gens qui habitent à proximité de la gare. Il y a même de véritables descentes de police qui amènent à l'interpellation de détraqués sexuels. Ils font des opérations coups de poing à la gare, ils y passent des nuits, ils contrôlent des nuits d'automobilistes, de riverains. Ils interpellent plusieurs suspects, des interrogatoires de 48 heures qui sont menés, qui ne débouchent sur rien. Tous les recoupements possibles avec des affaires où les victimes ont été mutilées sont faits à travers l'Europe. Je peux dire que vraiment nous avons fait un maximum. S'il fallait aller en Suisse, nous sommes allés en Suisse. Il fallait aller en Italie, nous sommes allés en Italie. Ce qui angoisse le plus les enquêteurs, c'est quand est-ce qu'il va refrapper? Où et quand? Les années passent et les policiers continuent leurs investigations pour tenter d'identifier le tueur de la gare de Perpignan. Mais dans les affaires de crimes en série, les enquêtes sont souvent très longues, car généralement, il n'existe aucun lien entre l'assassin et ses victimes. On sait que le tueur de Perpignan signe ses meurtres sauvages en pratiquant des mutilations post-mortem. Les enquêteurs décident alors de se concentrer sur ce mode opératoire très singulier, en espérant que le découpeur a déjà sévi ailleurs. Ils vont alors s'intéresser de près à un criminel incarcéré à Lyon pour un crime particulièrement sanglant. Les faits remontent au 25 mai 2000. Ils se sont déroulés rue Ney, dans un quartier bourgeois de la ville de Lyon. Esteban Reg, un Espagnol de 46 ans, est surpris en pleine nuit par un voisin de palier dans la cage d'escalier de son immeuble. Il est en train de nettoyer d'énormes traces de sang. Esteban Reg va être interpellé, toujours la serpillière à la main ou quasiment.
Les policiers vont faire une funeste découverte, puisque dans les poubelles, ils découvriront des sacs poubelles, l'un de ces sacs poubelles contenant une tête humaine. Dans d'autres sacs poubelles, les policiers trouvent un morceau de bras, une jambe et un tronc. Ils trouveront par la suite dans l'appartement, puisqu'ils vont perquisitionner, les parties génitales d'un homme. Esteban Reg reconnaît les faits. Il vient d'égorger l'homme qui l'hébergeait. Il l'a ensuite émasculé et découpé en morceaux. Pour expliquer son geste, il raconte que son ami lui avait fait des avances et que ça l'a rendu foudrage. Des mutilations sexuelles, un corps découpé. Pour les hommes de la PJ de Perpignan, Reg est un suspect intéressant. Ils enquêtent sur lui et entendent sa femme. Ils apprennent que l'Espagnol habitait à Perpignan avant de s'installer à Lyon. On sait qu'il est chez nous de décembre 97 jusqu'à septembre 98, c'est-à-dire deux mois après la découverte du corps de Marie-Hélène González. Donc ce qui fait que nous avons 2 personnes qui sont mortes dans le département, et lui était présent à cette époque-là. Les enquêteurs décident d'aller entendre Esteban Reg, incarcéré à Lyon. Il panique parce qu'il se dit innocent de ce qu'on peut l'accuser en ce qui concerne cette affaire de Perpignan. Il me le dit, je n'ai rien à voir avec cette affaire, il me le dit fermement. Il se dit étranger à cette affaire-là. Les hommes de la PJ de Perpignan débutent leur interrogatoire. Il fait pas peur. On n'a pas devant nous un ogre. On n'a pas devant nous un gars avec une milieu patibulaire. Mais au fil de l'audition, Reg se transforme. On dirait le docteur J.K. Messaille parce qu'il était tout à fait normal pendant des heures. Il raconte tout ce qu'il a fait à Perpignan et tout. Et d'un côté, et d'un coup, il vous bondit sur la table, il vous monte sur la table, il regarde à la fenêtre dehors en faisant le loup. On se demande dans quel film on joue. Et si ce gars-là ne le fait pas exprès, ou si vraiment il est malade. Esteban Reg nie toute implication dans les meurtres de Mokhtaria et de Marie-Hélène et dans la disparition de Tatiana. Les policiers n'ont qu'une intuition, un faisceau de présomption, mais aucune preuve. Lors de son interrogatoire, Esteban Reg confie « J'aime bien aller dans les gares quand il y a de jolies filles et que je peux faire connaissance avec elles. » Et il ajoute, menaçant « J'ai le diable qui est en moi. » Mais ces déclarations effrayantes ne sont pas pour autant des aveux. Les enquêteurs poursuivent donc leurs investigations en espérant établir un lien entre l'Espagnol et les 3 victimes de la gare de Perpignan, Mokhtaria, Marie-Hélène et Tatiana. Mais en février 2001, alors que l'homme est en détention provisoire pour le meurtre de son colocataire, une autre jeune femme disparaît. Elle s'est volatilisée aux abords de la gare de Perpignan. Le cauchemar recommence. Le soir du 10 février 2001, Fatima Hidraou, 21 ans, ne rentre pas chez elle. Elle est belle, grande et brune. Sa famille prévient immédiatement le commissariat. La PJ est saisie dans la foulée. Imaginez dans quel état nous nous trouvions, les mois de la famille, parce qui a tout de suite pensé aux autres affaires. Les policiers reconstituent son emploi du temps. Pour payer ses études de langue, Fatima est caissière dans une grande surface d'électroménager, route d'Espagne. Le 10 février, elle a quitté le magasin à 20h pour rentrer directement chez ses parents. C'est le soir, elle sort de son lieu de travail, qui est à côté de la cité universitaire où logeait Mokhtaria. Elle sort de son travail et tout naturellement pour rentrer chez elle à pied, elle emprunte le même axe. Elle passe devant l'endroit où avait été trouvée Mokhtaria et elle disparaît. Pour rejoindre la cité ensoleillée où habite sa famille, Fatima remonte l'avenue Ningesser-Écoli. Plusieurs témoins la voient marcher. Elle doit ensuite tourner à gauche, avenue Julien Panchaud. Un trajet d'une vingtaine de minutes sur lequel elle se volatilise. À Perpignan, cette nouvelle disparition fait la une de tous les journaux. Tout le monde se retrouve un peu groggy, parce que c'est quand même, si on compte Tatiana, c'est quand même la 4e maintenant. Perpignan est pétrifié. Voilà une 4e jeune fille qui disparaît.
tout le monde se dit, ça y est, le tueur en série a à nouveau frappé. Une fois encore, comme pour Mokhtaria, comme pour Marie-Hélène, comme pour Tatiana, personne n'a rien remarqué de particulier. 10 jours plus tard, des lycéens découvrent une fiche de paye de Fatima Hidraou sur un parking, pas très loin du domicile de la disparue. Ils préviennent la PJ. Les policiers entendent le directeur du magasin devant lequel le papier a été retrouvé. Il se souvient d'un incident survenu le 10 février, vers 20h30. Il avait vu un véhicule garé avec des gens à l'intérieur, une agitation. Il avait vu une portière s'ouvrir, un pied de femme. Il avait pensé que c'était des amoureux qui se disputaient. Craignant un cambriolage, le directeur du magasin note par précaution la plaque d'immatriculation du véhicule. Les policiers vérifient. Elle est au nom d'un certain Marc Delpech, un individu qui apparaît dans l'entourage de Fatima. Marc Delpech a 33 ans. Il tient le San Diego, un bar fréquenté par des étudiants. Ce père de famille n'a pas d'antécédents judiciaires. Les policiers décident néanmoins de l'interpeller. Et quand nous lui avons demandé où se trouvait Fatima, c'est là qu'il nous dit « Je l'ai tué, je l'ai jeté en mer, au Cap Béar, qui est un cap non loin de Perpignan. » Il va expliquer qu'il a une relation, mais une relation platonique. Il va dire qu'il n'a jamais eu une relation sexuelle avec elle, qu'il est amoureux d'elle, qu'elle est aussi amoureuse de lui, mais qu'elle ne supporte pas qu'il soit marié. Delpech raconte aux policiers que ce soir-là, Fatima l'aurait menacé de tout dire à sa femme. Dans un coup de folie, il l'a étranglé. Et puis, il est allé donc au Cap Béar confier le corps à la mer. Delpech a tué par dépit amoureux. C'est un crime passionnel. Rien à voir avec le tueur en série de la gare. Mais lorsque les policiers perquisitionnent sa maison, ils sont très surpris par ce qu'ils découvrent. Ils tombent sur une étrange documentation. Marc Delpech a découpé et collectionné des dizaines d'articles consacrés à Marie-Hélène, Mokhtaria et Tatiana. Plus étrange encore, dans son ordinateur, il trouve le roman qu'il est en train d'écrire. Son héros s'appelle Jack. C'est un tueur en série. Et le premier chapitre est intitulé Tatiana. Et son début de roman, il dit qu'il est à la gare de Perpignan, qu'il est dans sa voiture, qu'il prend la rue Courteline et qu'il rencontre une jeune fille qui s'appelle Tatiana. Il décrit une jeune fille avec les cheveux longs, vêtue toute de noir, comme l'était ma fille au moment de sa disparition. Comment la décrivait-il aussi bien, sans la connaître, qu'à travers des avis de recherche? Sur les avis de recherche, on ne peut pas décrire la corpulence de ma fille, on ne peut pas décrire la démarche de ma fille si on ne l'a pas connue. Marc Delpech la décrit comme s'il la voyait. Pour les enquêteurs, cette ébauche de roman est extrêmement troublante. Même si Marc Delpech nie toute implication, il devient après cette perquisition le suspect numéro 1 dans les affaires du quartier de la gare. Ce gars-là est bon, Alors c'est pour ça que nous avons continué donc à travailler sur lui, sur son entourage. On s'est aperçu effectivement qu'il était issu d'une famille de médecins. Qui dit médecin dit scalpel, donc il aurait pu avoir du matériel médical de son père. On est très nombreux à ce moment-là à se dire, voilà, Marc Delpech, c'est le tueur en série. Marc Delpech, c'est pas simplement Fatima Hidraou. Pourtant, aucune preuve matérielle ne permet de relier Marc Delpech au meurtre de Mokhtaria et de Marie-Hélène. Et le corps de Fatima n'a toujours pas été retrouvé. Le 13 mars 2001, un jogger découvre le cadavre d'une jeune femme dans l'étang de Canet-en-Roussillon, à quelques kilomètres de Perpignan. Ce n'est pourtant pas là que Delpech a prétendu s'être débarrassé du corps de sa victime. J'ai avéré tout de suite que c'était Fatima Hidraou. Elle est complètement nue. Ses bijoux lui ont été enlevés. Mais lorsque le légiste fait ses constatations, c'est l'étonnement général. Elle a été étranglée et n'a pas subi la moindre mutilation. Donc le corps a été découvert sur l'étang de Canet et que nous avons vu qu'il n'y avait aucune ablation corporelle, absolument aucune. Ben là, nous nous sommes posé des questions en disant c'est peut-être une affaire qui n'a absolument rien à voir avec Marie-Hélène et Mokhtaria. Devant le magistrat instructeur, Marc Delpech ne reconnaît que le meurtre de Fatima. Pourtant, dans sa cellule, il confie à son codétenu être hanté par le souvenir de 3 femmes. Qui sont-elles?
pour la mère de Tatiana. Sa fille est sûrement l'une d'elles. Tout à fait par hasard, un jour, en faisant du rangement à la maison et en rangeant les affaires à Tatiana, on découvre une affiche du San Diego. Donc j'ai un mouvement, j'ai un instant de paralysie, tout mon corps se glace et je me dis je me trompe, c'est pas le même. Je demande au père à Tatiana, donc comment s'appelle le café où travaille Marc Delpech. Il me dit le San Diego, pourquoi? Et là, je suis paralysée. Pour la première fois depuis tant d'années, je me dis, Tatiana, Marc Delpech, voilà, leurs chemins se sont croisés, il a tué Fatima, il a fait disparaître Tatiana aussi. Je pense qu'il a croisé le chemin de ma fille, je pense que c'est ma fille qui l'a jetée au Cap Béar. Le 18 juin 2004, Marc Delpech a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Pyrénées-Orientales pour l'enlèvement, le viol et le meurtre de Fatima Hidraou, mais il n'a jamais été poursuivi pour l'enlèvement de Tatiana Andujar. Jean-Marc, pendant plus de 15 ans, les meurtres de Mokhtaria Chaïb et de Marie-Hélène Gonzalez vont rester non élucidés, mais en octobre 2014, coup de théâtre, un homme est arrêté et mis en examen dans cette affaire. Cet homme s'appelle Jacques Rançon et il a été confondu par son ADN. Oui, et ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont la PJ Perpignan a identifié cet homme. En 97, après la découverte de son corps, les enquêteurs ont retrouvé la paire de chaussures que portait Mokhtaria. Ils l'ont saisi et placé sous scellé comme il se doit. Et ce n'est qu'en 2013, 16 ans après, qu'une empreinte ADN partielle a pu être relevée sur une des chaussures que portait Mokhtaria. Seulement, en 2013, le fichier national des empreintes génétiques ne pouvait pas prendre en compte les ADN partiels, les ADN incomplets. Mais c'était sans compter sur les progrès de la science, car en août 2014, le FNAEG s'est doté d'un nouveau logiciel qui permettait de faire des rapprochements avec les ADN incomplets. Oui, c'est comme ça que Jacques Rançon a finalement été identifié. En 2000, après avoir été condamné pour une affaire d'agression sexuelle, son ADN a été versé au fichier national des empreintes génétiques. Et en 2014, quand ce fichier a pu prendre en compte les ADN partiels, comme on dit, ça a matché, l'ADN partiel était celui de Jacques Rançon. Mais gare, comment ce fameux fichier national automatisé des empreintes génétiques est-il alimenté ? On sait, Arnaud, à quel point les comparaisons d'empreintes génétiques sont importantes pour les investigations judiciaires. Et ce fichier dont vous parlez, le FNAEG, qui a été créé en 1998 suite à l'arrestation du tueur en série Guy Georges, grâce d'ailleurs à son ADN, est une espèce de banque d'empreintes génétiques qui facilite cette comparaison en établissant des liens entre des traces biologiques découvertes sur la scène de crime avec des personnes dont l'empreinte génétique serait déjà enregistrée au fichier. Et ce fichier recense aujourd'hui plus de 2 500 000 profils génétiques de personnes identifiées et est donc un outil essentiel aux investigations. Alors ce qui étonne avec l'arrestation de Jacques Rançon, c'est son profil. Il est magasinier, il a 54 ans, il est père de famille. Originaire de Picardie, il est venu s'installer à Perpignan quelques mois seulement avant le premier crime. Jean-Marc, est-ce que ce profil vous a surpris ? Ben oui, notamment parce que cet homme n'a aucune connaissance anatomique particulière. Il n'est pas vétérinaire, il n'est pas médecin, il n'est pas chirurgien, il n'est pas boucher, il n'est pas charcutier, rien de tout ça. Et ça, c'est une surprise. Les enquêteurs se sont probablement trop focalisés sur le mode opératoire. Ils n'ont pas eu la culture du doute, cette culture du doute dont je vous parle souvent. Et quand la vérité a éclaté, ils se sont aperçus qu'ils s'étaient trompés. Le 16 octobre 2014, les policiers interpellent Jacques Rançon et le placent en garde à vue. Après avoir nié pendant plusieurs heures, il finit par avouer le meurtre de Mokhtaria Chaïb. Et il faudra attendre encore 8 mois pour qu'il avoue également avoir tué Marie-Hélène Gonzalez. Jean-Marc, quand il est arrêté, Jacques Rançon a déjà un lourd passé judiciaire. Oui, effectivement, son CV est édifiant. Il a passé plus de 11 ans en prison pour des affaires de viol, d'agression sexuelle, de menaces et de violences aggravées. Et ce qu'on découvre, c'est que son parcours de délinquant sexuel a commencé très tôt. Oui, à l'âge de 16 ans. À 16 ans, il agresse sexuellement une adolescente. Les parents de cette jeune fille ne déposent pas plainte et c'est regrettable. À 32 ans, il viole sous la menace d'un couteau une jeune femme. Il est condamné à 8 ans de prison. 5 ans après avoir été condamné, il est libéré en 97 et là, il quitte la Picardie pour s'installer à Perpignan. Et c'est 3 mois après son installation à Perpignan qu'il tue Mokhtaria Chaïb. Ce qu'on remarque, c'est que le parcours de Jacques Rançon suit le crescendo qu'on retrouve très souvent chez les tueurs en série. Il commence sans tuer, sans armes, puis il devient de plus en plus violent jusqu'au meurtre prémédité. À ce sujet, je vous propose de revoir un extrait de notre émission. C'était 2 ans avant que Jacques Rançon ne soit arrêté. Et avec le psychiatre Fabien Oba, nous avions dessiné un portrait psychologique très précis du tueur.
Dans cette affaire-là, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un tueur en série, organisé, psychopathe, pervers, bien inséré sur le plan social, qui travaille, qui n'a pas d'antécédents psychiatriques. Ces agressions ont toutes lieu dans la même zone, un triangle qui part de la gare vers le sud de Perpignan. Son terrain de chasse, c'est son espace privilégié d'exercice, parce qu'il y a ses repères, et puis peut-être qu'il a envie de montrer que c'est son espace à lui, qu'il le maîtrise, qu'il le possède pleinement et qu'il agira quand il voudra, et quand bon lui semblera. Le choix de ses victimes n'est pas anodin. Le tueur en série ne frappe pas au hasard des rencontres. Il ne tue que des femmes, jeunes, belles, minces et brunes aux cheveux longs. Là aussi, ça répond à une haine ciblée sur un type particulier de personnage. On connaît dans l'histoire des tueurs en série qui ont commencé leur série criminelle après avoir été éconduits par une fiancée qui ne voulait pas de lui. On a là une espèce de vision presque transparente de ce qui habite la problématique imaginaire du tueur en série, c'est-à-dire toutes des putes. Les femmes sont toutes des putes et elles méritent d'être punies là où elles ont péché. Mais il est toujours difficile de confondre un tel tueur, car il n'existe pas de signe extérieur de psychopathie. C'est tout à fait compatible avec un mode de vie à la fois professionnel, social, conjugal, parfaitement acceptable. Il peut ressembler à monsieur tout le monde, mais c'est probablement le cas. Le meurtrier peut ressembler à tout le monde. Le docteur Oba avait raison, Jean-Marc. Absolument. Jacques Rançon, le jour, était magasinier, père de famille. Il publiait sur Facebook des photos de lui, de ses enfants. Et puis, la nuit venue, il disait à sa femme qu'il sortait s'aérer la tête. En fait, il allait errer, rôder dans les rues de Perpignan à la recherche de nouvelles proies. C'était vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde. Et quand il a été interrogé sur les mutilations infligées à ses victimes, Jacques Rançon a expliqué qu'il les avait réalisées pour ne pas laisser son ADN là où il avait touché les corps. Ces mutilations ne seraient donc pas liées à une déviance sexuelle. Est-ce que vous y croyez? Non, j'ai beaucoup de mal à y croire. Je vous rappelle qu'en 97-98, le public ne savait pas grand-chose de l'ADN et notamment de son utilisation dans le domaine de la police judiciaire. Jacques Rançon non plus probablement. Donc à imaginer qu'il ait mutilé ses victimes, qu'il ait découpé les seins et le sexe de ses victimes pour supprimer ses empreintes génétiques, ça me paraît très improbable. Non, à mon avis, sans être psychiatre, je pense plutôt qu'il a pris du plaisir à retirer toutes les caractéristiques féminines de ses victimes. On l'a vu, quand il est arrivé à Perpignan, Jacques Rançon avait déjà fait 5 ans de prison pour viol et pourtant d'égard, il n'a pas été soumis à un contrôle judiciaire. Comment est-ce possible? Alors, en réalité, on ne parle pas vraiment de contrôle judiciaire parce que cette mesure ne peut être prononcée que dans le cadre d'une instruction, c'est-à-dire avant toute condamnation. Pour tout ce qui concerne les mesures post-carcérales qui ne prennent donc effet qu'après la peine et qui visent à prévenir la récidive, en imposant par exemple des traitements, les dispositions légales aujourd'hui prévoient des mesures comme le suivi socio-judiciaire. Simplement, à l'époque, ces mesures n'existaient pas encore et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles la sortie de prison de Jacques Rançon s'est effectuée de manière ce qu'on appelle sèche, c'est-à-dire non assortie de mesures de surveillance. Jean-Marc, après l'arrestation de Jacques Rançon, on a appris qu'il avait violemment agressé une jeune femme à coups de couteau. Heureusement, elle a survécu grâce à l'intervention d'un témoin. Or, cette agression a eu lieu entre le meurtre de Mokhtar Yachaïb et celui de Marie-Hélène Gonzalez. Comment se fait-il que les enquêteurs n'aient pas fait de rapprochement entre ces deux affaires? C'est vrai, c'est regrettable. L'agression a lieu dans le quartier de la gare. L'arme utilisée est un couteau. La victime est une jeune femme de 19 ans. Si la PJ Perpignan avait pris en compte cette affaire, un portrait robot ressemblant à Jacques Rançon aurait pu être réalisé et le cours de l'enquête s'en serait peut-être trouvé totalement modifié. Depuis son arrestation, les policiers ont bien sûr cherché à savoir si Jacques Rançon était responsable d'autres crimes, et notamment quand on reconstitue son parcours judiciaire, il y a une longue période durant laquelle on ne lui a attribué aucun acte criminel. Quand on arrête un type comme ça, c'est vrai, c'est toujours intéressant de reconstruire son itinéraire et notamment son parcours judiciaire pour savoir à quelle époque il était libre, à quelle époque il était en prison. En ce qui concerne Jacques Rançon, il était incarcéré au moment de la disparition de Tatiana Andujar. Ce n'est donc pas lui. Mais entre 2003 et 2012, il était en liberté. Et j'ai du mal à croire qu'un prédateur de cette envergure n'ait commis aucun crime pendant ces 9 années. En attendant, Jacques Rançon a été renvoyé devant la cour d'assises de Perpignan pour les viols et les meurtres de Mokhtar Yachaïb et de Marie-Hélène Gonzalez et pour une tentative de viol et une tentative d'assassinat.
Négard, de nombreux chefs d'inculpation, mais au final, un seul procès. Absolument Arnaud, parce que c'est l'auteur que l'on juge, quel que soit le nombre d'infractions qu'on lui reproche, et c'est d'ailleurs une question d'efficacité de la réponse pénale. Dès lors que plusieurs infractions sont reprochées à une seule et même personne et sont révélées en même temps, on va la poursuivre à l'occasion d'une seule et même procédure. Le procès qui a eu lieu en mars 2018 devant la cour d'assises de Perpignan était vraiment un procès hors norme. Il a duré 3 semaines, c'est très rare, non? 3 semaines, Arnaud, c'est effectivement supérieur à la durée d'un procès d'assises qui tourne autour de 3-4 jours. Mais ça n'est pas non plus incohérent au regard de la complexité des faits et du nombre de victimes. Et puis il ne faut pas non plus oublier que durant les assises, on va examiner la manière dont s'est déroulée l'enquête. Or, dans notre affaire, cette enquête a été extrêmement longue et elle a fait l'objet de nombreux rebondissements, dont l'identification tardive du suspect. Donc tout ça justifiait qu'on y consacre autant de temps. Si à l'avenir on découvrait que Jacques Rançon a commis d'autres crimes, est-ce qu'il pourrait être jugé à nouveau? Absolument, il pourrait et devrait être jugé pour des faits commis antérieurement au précédent procès, mais découvert après. Et il faudrait appliquer dans ce cas le principe de non-cumul des peines d'emprisonnement pour éviter d'atteindre, comme c'est le cas aux États-Unis, en additionnant les peines les unes avec les autres, une durée infinie. Oui, là-bas, on peut avoir des condamnations de plus de 150 ans, par exemple. Exactement, et pour éviter ce résultat absolument aberrant, on applique le mécanisme de la confusion des peines, assez complexe. S'il devait y avoir un nouveau procès pour des faits commis antérieurement au précédent procès, on tiendrait compte de toutes les peines déjà prononcées pour n'imposer l'exécution que de la plus forte d'entre elles. En d'autres termes, la peine la plus lourde absorberait les autres et c'est celle-là qu'on appliquerait. À l'issue de 3 semaines de procès très éprouvantes pour les familles des victimes, Jacques Rançon a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. En prononçant la peine maximale, le jury a suivi les réquisitions de l'avocat général qui avait déclaré « Jacques Rançon n'a plus rien à faire dans cette société où le droit à la vie est un droit inaliénable ».